Régis, Régis Nguessan, qui a été révélé d'abord pour son programme d'intelligence artificielle qu'on appelait Aisha, qui consistait à traduire le Joula en anglais et en français. Et un peu plus tard, il a piloté un programme un peu plus large qui traduisait maintenant 18 langues locales ivoiriennes en anglais en français. Actuellement, il est en doctorat à l'Institut africain des sciences mathématiques, centre de recherche et d'innovation au Rwanda. Régis, je te donne la parole on va partir sur 40 minutes de présentation parce que je pense que tu as des choses intéressantes à nous dire et puis une série de 15 ou 20 minutes de questions. Super. Ok, il n'y a pas de souci. J'espère que vous me recevez bien. Je vais directement partager la présentation et on va attaquer. Est-ce que vous voyez mon écran au moins? C'est en train de charger. Je crois qu'on a un petit souci avec Internet ici, mais ça est en cours. Ok. Ok, donc je vais relancer si vous avez du mal. On ne voit toujours rien. Un instant. En principe, ça devrait être bon. Je ne sais pas pourquoi il y a ce souci-là. Tu n'arrives pas à partager ton écran. Est-ce que Euh, Vernon peut t'assister en ce sens-là? ouais, on est ensemble, c'est partagé en principe. On ne sait pas pourquoi vous ne Bon, recevez pas. attends que j'actualise un peu Internet depuis chez moi ici. Que j'actualise la page. On va voir ce que ça donne. C'est ça. Ouais. Tu veux que je passe en Windows? C'est fou. Ça fait ça. Attends, je me déconnecte et je passe en Windows. Ou bien tu mets dans une clé. Mhm. Je vais attacher avec mon étoile. Attends, je t'envoie ça par mail directement. Vous avez un petit souci technique là-bas. Oui, il va m'envoyer par email et je vais partager avec ma machine. OK. C'est fait, hein, donc tu peux vérifier.
Ah, oui, là, je vois bien. Est-ce que vous pouvez passer en mode de présentation, Verlan? Verlan, Et, ouais, c'est bon. je pense qu'au lieu de partager, plutôt la page, vous êtes en train de partager tout un écran, en fait. Vous ne suivez pas Il faut... vous ne voyez pas vous Comment? voyez pas l'écran. Si je vois l'écran, je vois tout l'écran, en fait. Ok. Ok, donc c'est bon, vous me recevez? Oui, 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 c'est bon. Super. Donc, la présentation, ici, on va parler du développement d'un prototype de véhicule autonome avec intelligence embarquée et à faible consommation d'énergie pour l'agriculture africaine. Ce qu'il faut savoir, ce travail est toujours en cours et il est réalisé totalement en anglais. Donc, si pour la présentation, il y a des soucis de translation from English to French ou ce genre de soucis, vous pouvez juste m'interpeller pour que ensemble on essaie de trouver le mot, la phrase correspondante en français. Donc, dans ce projet, on essaie simplement de développer un véhicule autonome, une sorte pardon, de rover qui va se déplacer dans ce qu'on appelle des plantations, que ce soit des plantations de manioc et tout ce que vous pouvez imaginer, de façon complètement autonome, c'est-à-dire sans assistance humaine, pour effectuer certaines tâches du domaine agricole. Donc, l'idée derrière, c'est de contribuer à la mécanisation et à l'automatisation de l'activité qui est le poumon de l'Afrique, c'est-à-dire l'agriculture. Et comment le faire? On sait qu'on manque de moyens en Afrique. On n'a pas autant de moyens que ça pour s'acheter d'immenses machines agricoles qui coûtent extrêmement cher. Donc, on peut passer ici par l'intelligence artificielle en griffe et également de la robotique ou de la mécatronique pour développer des systèmes qui vont nous permettre de tackle, donc d'attaquer ou de répondre à ces problèmes qu'on rencontre dans notre environnement africain direct. Donc, une chose à savoir, c'est que ce travail est un travail à la fois scientifique, mais aussi un travail d'ingénierie. Donc, il va falloir bien suivre du début jusqu'à la fin pour que vous ayez une idée de comment on développe ce genre de véhicule autonome et surtout de comment on le fait dans l'environnement africain particulier, des challenges qu'on a à résoudre pour y arriver. Petite précision avant d'aller plus loin, c'est que finalement, je voulais partager certains schémas et circuits du rover qui est en train d'être développé, mais ça relève encore de la propriété intellectuelle vu que ça n'a pas encore été publié sous forme d'article.
Donc, je vais bien expliquer, ne vous inquiétez pas, mais pour l'instant, il n'y aura pas de partage de certains schémas encore secrets ou voilà. Donc, pour le matériel, pour développer ce genre de système, il y a à la fois un côté qu'on appelle le software et un côté qu'on appelle le hardware. Donc, parlons un peu de l'aspect hardware, donc de l'aspect matériel, en ce qui concerne la partie intelligence embarquée. On va revenir sur ce concept-là. On va utiliser ce qu'on appelle un NVIDIA Jetson Nano. Donc, c'est à la fois une plateforme et c'est aussi ce qu'on appelle, je sais pas, le nom en anglais, c'est Development Board. Donc, je ne sais pas en français comment on va traduire ça, mais c'est sous forme de... C'est un device, donc un petit outil sur lequel il y a de l'électronique et qui va nous permettre d'embarquer, sur lequel on peut mettre des modèles d'IA pour diriger de l'électronique ou de la mécanique. Donc, si vous voulez, c'est un petit outil électronique qui peut embarquer des modèles d'IA et ensuite diriger de l'électronique et de la mécanique. Et c'est développé par NVIDIA. On va utiliser une pléthore de capteurs tels que le LiDAR, les caméras RGB, des capteurs ultrasons hautes, également des batteries à base d'ion lithium et le châssis du véhicule. Mais tout ça, ça sera présenté en détail, ne vous inquiétez pas. Niveau logiciel, de façon vaste comme ça, on va utiliser surtout Ubuntu. Donc, Ubuntu avec NVIDIA Jetpack SDK, vous pouvez faire des recherches sur c'est quoi le NVIDIA Jetpack. En fait, c'est un ensemble d'outils que NVIDIA nous propose pour faire du développement sur le NVIDIA Jetson Nano, donc pour faciliter le développement sur le NVIDIA Jetson Nano. Comme framework, on va beaucoup utiliser TensorFlow, PyTorch et tout ça. Et comme algorithme, on utilise des algorithmes de reinforcement learning tels que le Proximal Policy Optimization et le Deep Q Learning. Également, on utilise de la computer vision, donc en français, je pense que c'est vision par ordinateur, avec certains modèles dont on va parler tout à l'heure. Donc, pour le côté intelligence embarquée, les algorithmes de reinforcement learning que nous allons utiliser vont être utilisés pour la navigation autonome du véhicule. Un véhicule est censé se déplacer dans un environnement. Donc ici, l'environnement, c'est tout ce qui est terre agricole pour nos cultures que nous avons ici en Afrique. Et le véhicule, quand on parle de déplacement, c'est à quel moment il doit tourner, à quel moment il doit effectuer une X manœuvre ou une Y manœuvre. Donc pour ce faire, ici, nous, on voudrait que cette tâche-là soit assurée de façon complètement autonome. Et on fait donc appel à ce qu'on appelle le reinforcement learning et à certains algorithmes précis du reinforcement learning que nous allons modifier suivant les problèmes que nous rencontrons. Donc, les algorithmes que nous avons retenus sont le Proximal Policy Optimization, qui, de façon générale, ou suivant les littératures que vous pouvez lire, vous allez voir que ça donne de bons résultats pour tout ce qui est environnement continu et variable. Donc, dans la robotique en général, on utilise la PKIO pour ce genre d'environnement. Et le Deep Q Learning, ça va nous aider dans tout ce qui est apprentissage de la navigation et optimiser les actions du véhicule pour maximiser ce qu'on appelle une récompense cumulative en reinforcement learning. Donc, en clair, le Deep Q Learning va être ici utilisé pour la navigation, donc pour optimiser les tâches de navigation. La partie Computer Vision. Donc, il y a des algorithmes de Computer Vision comme YOLO V4, donc YOLO modèle 4, qu'on va utiliser en temps réel pour identifier des maladies telles que le Solen Shoot du cacaoyer. Mais je ne vais pas revenir, excusez-moi, je ne vais pas revenir sur le modèle pour identifier les maladies en tant que tel. Ça fait l'objet d'un autre travail que j'ai publié sur LinkedIn et certaines pages que après, je pense que les organisateurs vont vous partager, vous pouvez suivre comment je procède à ça. Donc, on utilise aussi ce qu'on appelle la segmentation sémantique pour identifier les zones affectées et cibler les traitements. Donc, comme je l'ai dit, cette étude-là a déjà été faite en amont et vous pourriez la consulter. Dans cette présentation, je vous présente quelques cas pratiques de problèmes réels que le rover doit surmonter et comment on modélise ces problèmes-là pour ensuite les résoudre. Donc, tous les cas pratiques auxquels j'ai pu faire face n'ont pas été donnés ici. Mais une grande majorité a été donnée pour que ça vous mette dans le bain et qu'à votre tour, vous puissiez reprendre de tels travaux de votre côté.
Donc, le premier problème, c'est la navigation sur terrain accidenté. Je pense que la majorité d'entre vous a déjà vu c'est quoi un champ à la télé, sur Internet, ou même de façon physique, peut-être certains se sont rendus dans un champ. Donc, le truc, c'est que ce sont des terrains qui ne sont pas réguliers. Ce n'est pas comme une route dans la ville où tout est régulier. C'est ce qu'on appelle des terrains accidentés. Donc, la navigation sur ce genre de terrain-là va représenter un défi pour votre véhicule autonome. Euh, et donc, comment on fait pour réussir à donner à votre véhicule autonome ou à votre rover la capacité d'effectuer une tâche, d'effectuer cette tâche-là de façon essentielle? Donc, d'abord, l'algorithme utilisé ici, c'est le Proximal Policy Optimization, qui est un algorithme de reinforcement learning qui optimise une politique de contrôle tout en vous donnant le minimum de la fonction de perte. Et cela sera alors basé sur la différence entre l'action actuelle et une action de référence. C'est-à-dire que quand vous allez designer votre environnement pour le reinforcement learning, je sais, ce n'est pas un cours de reinforcement learning, c'est juste un rappel. Quand vous allez designer votre environnement et que vous allez donner une action de référence, ici, la minimisation va se faire sur de la fonction de perte va se faire sur la différence entre l'action que le rover est en train d'effectuer et l'action de référence que vous avez designée. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, cet algorithme est particulièrement utile dans tout ce qui est environnement continu et variable, donc tel que les terrains agricoles accidentés. Voilà pourquoi on utilise cet algorithme, vu qu'un terrain agricole rentre dans la catégorie de ce qu'on appelle les environnements continus et variables. Donc, les données d'entrée. Comment le rover fait pour avoir des données? Vu que c'est important, vous n'allez pas réellement aller sur des sites et obtenir des données open source ou ce genre de choses. Donc, en continu, comment le rover, donc la machine elle-même, va collecter ses propres données. C'est grâce aux différents capteurs. Donc, vous les êtres humains, par exemple, si on vous met dans un environnement tel que la salle où vous vous trouvez actuellement, vous allez, depuis le matin, vous avez collecté d'énormes données. Donc, et ces données-là, vous les avez collectées, par exemple, grâce à vos yeux, en majorité. C'est le sens le plus développé chez l'être humain, je pense. Donc, grâce à tous vos sens proprioceptifs, vous allez, depuis le matin, vous avez accumulé d'énormes données dans votre cerveau. L'ambiance qu'il fait, la température, grâce à votre proprioception biologique, les odeurs qu'il y a, j'espère qu'il y a de belles odeurs, bref. Vos yeux ont mémorisé le visage de Dom et tout ce qui va avec et comment la salle se présente, comment vous pouvez vous déplacer dans l'environnement pour vous rendre là où il faut prendre à manger, là où il faut prendre de l'eau et tout ça. Donc, c'est la même chose avec le rover ici, sauf que lui, ses sens à lui, ce n'est pas la langue, ce n'est pas les yeux et tout, ce sont les capteurs qu'on lui donne. Et l'un des capteurs majeurs qu'on donne à ce genre de machine pour collecter des données, c'est ce qu'on appelle le LiDAR. Donc, en gros, on va faire simple, le LiDAR fonctionne comme un radar à cette échelle-là précisément, mais il va aider à vous donner une carte topographique du milieu en 3D, du milieu dans lequel le rover doit se déplacer. Donc, grâce au LiDAR, la machine a une imagerie 3D de l'environnement dans lequel elle doit se déplacer. En plus de ça, elle a besoin d'autres informations. Donc, on va utiliser les caméras RGB. Donc, RGB, c'est pour parler des couleurs primaires. Donc, ça va permettre la reconnaissance visuelle des obstacles et des chemins navigables. Et aussi un capteur inertiel. Donc, le capteur inertiel qu'on appelle IMU, de base, vous en avez un également dans votre téléphone. C'est ce qui permet à votre téléphone de savoir quand vous l'inclinez, vous mettez ça de façon horizontale ou de façon verticale. Donc, c'est la même chose qui se retrouve ici également. Pour la modélisation mathématique du problème, on a essayé de modéliser. La présentation n'est pas une présentation hautement mathématique. Donc, j'ai enlevé certaines parties, j'ai juste gardé les plus essentielles. Donc, un peu comment on maximise ici, comment on formalise le problème de navigation. J'ai juste gardé ça pour vous montrer qu'avant d'avoir les algorithmes que vous voulez et avant d'implémenter ces algorithmes-là dans la machine, vous devez modéliser le problème que vous rencontrez sous forme mathématique. Donc, si vous rencontrez le problème que vous avez en face de vous, c'est comment faire en sorte que la machine puisse se déplacer
dans un environnement qui est marécageux, vous devez modéliser ça avec les mathématiques qui vont avec avant d'écrire l'algorithme correspondant, puis d'implémenter cet algorithme-là avec le langage informatique de votre choix. Donc, ça vous sera partagé, vous allez pouvoir lire ça après. Ici, je montrais un peu comment j'avais designé mon environnement de reinforcement learning. La fonction de récompense ici, elle représentait quoi dans l'environnement réel ici. Donc, j'avais dit par exemple que P1 allait représenter les progrès vers l'objectif, S, c'était la stabilité du véhicule, C, c'était le coût des collisions et autres. Donc, c'est un peu ça, de façon brève, que vous allez pouvoir réviser après si vous voulez. Donc, en ce qui concerne le processus d'apprentissage, la collecte de données va se faire en temps réel avec les différents capteurs qui sont sur le véhicule. L'entraînement du modèle, les données collectées vont être utilisées rapidement pour entraîner l'algorithme de PPO, de Reinforcement Learning PPO, et ajuster sa politique de navigation, suivant bien évidemment comment il a été défini et comment il a été modélisé. Le modèle va apprendre alors à maximiser la récompense cumulative en explorant différentes stratégies de navigation et en optimisant la fonction de perte. Donc, je vais résumer de façon un peu moins scientifique. En gros, avec les données qu'il collecte sur son environnement, le modèle va apprendre rapidement c'est quoi la meilleure stratégie pour exploiter et explorer son environnement. Donc, comment se déplacer au mieux dans son environnement, quel chemin est le plus efficace à prendre et tout, c'est ce qui va se passer en temps réel. L'évaluation et l'ajustement, le modèle va être testé sur des terrains de test. Donc, ce qu'on fait expérimentalement ici, c'est qu'on essaie d'aménager quelques petits terrains. Malheureusement, ce n'est pas quelque chose que je peux déplacer au centre pour vous le présenter. Et à partir de là, on fait des ajustements sur la performance qu'on obtient. L'implémentation de l'algorithme PPO va être faite sur NVIDIA Jetson Nano. Comme je l'ai dit, quand vous avez un modèle de machine learning, c'est facile je ne sais pas, il y a un intervenant qui en a parlé même au niveau oui, c'était le docteur Ismail Assek, qui en avait parlé au niveau de l'ASR. C'est facile de déployer ça en ligne et d'avoir accès à un modèle de machine learning via une API ou une application web. Mais ce n'est pas facile d'avoir ça en local, c'est-à-dire sans connexion Internet, d'avoir accès au modèle, par exemple, dans votre téléphone ou, par exemple, sur une machine de ce genre qui a également le même genre de fonctionnement qu'un téléphone, c'est-à-dire en local. Donc, grâce à NVIDIA Jetson Nano, donc cet outil électronique-là, vous pouvez directement mettre votre modèle de machine learning et y avoir accès. Donc, c'est un peu ce qui se passe ici. Pour la communication entre les différents capteurs, le contrôleur, ainsi que les actuateurs et tout ce qui va avec les actuateurs, c'est tout ce qu'il y a comme moteur, tout ce qui bouge, tout ce qui va effectuer les actions physiques. Donc, pour la communication, tous ces éléments, on utilise ROS, qui est le Robot Operating System, donc, qui est une plateforme de robotique aussi qui va nous aider à y arriver, un framework de robotique qui nous aide à y arriver. Maintenant, on va essayer de parler d'un autre cas, la détection et l'évitement des obstacles. Donc, si vous êtes dans votre véhicule et que vous voyez un obstacle, vous braquez votre volant suivant là où vous voulez partir. Et en fonction de la direction dans laquelle vous avez braqué votre volant, le véhicule va suivre cette direction, éviter les obstacles et tout. Comment donc effectuer cette tâche pour un système autonome? Donc, ici, ce qu'on va faire, on va plutôt utiliser un algorithme de reinforcement learning qu'on appelle le Deep Q Learning, DQN, qui est un algorithme qui va utiliser un réseau de neurones profonds pour approximer la valeur de Q. Donc, cette fonction, comme c'est dit, va évaluer la qualité d'une action prise suivant l'état qui est donné et aider le véhicule à prendre ou à choisir les actions qui maximisent la récompense cumulative à long terme. Donc, pour faire simple, comme je l'ai dit, ce n'est pas un cours de reinforcement learning, donc je vais essayer de simplifier pour vous. En clair, ce qui va se passer, c'est que cet algorithme-là va utiliser un neural network, donc un réseau de neurones profonds, pour essayer de dire à la machine, à chaque fois que la machine prend la meilleure décision pour la navigation du véhicule, à chaque fois que la machine réussit à éviter des obstacles et tout, quand en reinforcement learning, on parle de récompense, à chaque fois, ça va récompenser la machine. Pour lui dire, OK, tu as pris la meilleure solution. Donc, en griffe, pour faire simple, je dirais que c'est une manière un peu terre à terre d'expliquer la chose.
Les données d'entrée vont être également fournies par différents capteurs. Ici, on a ajouté un capteur ultrason. Donc, le capteur ultrason, pour les obstacles qui se trouvent à courte distance, va permettre de les détecter. Vous pourrez poser des questions sur tous ces différents capteurs-là lors de la session des questions. Ne vous inquiétez pas, je pense que Dom a donné assez de temps pour ça. Donc, là encore, j'ai fait une modélisation mathématique du problème. Pour moi, qu'est-ce que représente l'état actuel? Quelles sont les actions prises? Donc, à chaque fois, dans ce genre de problème, c'est comme ça que je procède. Suivant le problème, je fais la modélisation mathématique. Après la modélisation mathématique, l'adaptation de cette modélisation mathématique-là sous forme d'algorithme. Et après l'algorithmie, on prend cet algorithme-là pour écrire un programme informatique qui sera maintenant implémenté. Donc là encore, vous allez pouvoir revenir dessus après comme vous le sentez et tout. Donc, pour revenir en ce qui concerne le processus d'apprentissage, la collecte de données va toujours se faire de la même manière avec les différents capteurs qu'il y a sur le véhicule. Les données collectées vont être utilisées pour entraîner le modèle de 2QN à ajuster sa navigation. Donc, comme il navigue et à lui dire, ah ouais, tu as évité les obstacles lors de ta première tentative, c'était pas très bien évité. Lors de ta deuxième tentative, tu as mieux évité. Donc, à partir de là, le DQN apprend et récompense le système en lui disant, OK, prochainement, tu procèdes mieux en suivant ci, en suivant ça. Donc, l'évaluation et l'ajustement, c'est pareil que ce que j'avais dit précédemment. On a ce qu'on appelle un Fab Lab ici, pas au centre, à Kigali, où on essaie de faire de l'expérimentation et de tester le véhicule en temps réel pour faire nos ajustements. Pour l'implémentation, c'est toujours pareil, comme je l'avais dit tout à l'heure, avec le NVIDIA Jetson Nano et tout. La détection de maladies des plantes. Donc, comment on procède donc comment on procède alors pour que notre véhicule soit à même, par exemple, quand il se déplace dans un champ de cacaoyer, en prenant par exemple des clichés ou avec sa caméra, en analysant l'état de certaines feuilles de cacaoyer, va permettre de dire qu'il y a telle ou telle maladie sur ce plant de cacaoyer-là qui commence. Donc là, c'est là qu'on va utiliser la computer vision. Je l'ai dit, derrière, il y a un modèle de computer vision qui permet de détecter ce genre de maladie-là. Et c'est à vous de développer ce genre de modèle parce qu'il n'y a pas un modèle universel pour toutes les maladies. Toutes les maladies ont leur insight et la maladie de Solenschou du cacaoyer n'a pas les mêmes insights que la maladie, par exemple, de la rouille du manioc ou je ne sais plus trop. Et donc, pour chaque maladie, vous devez avoir un modèle de prédiction pour la maladie en question. Pour celle du Swollen Shoot du cacaoyer, durant un travail précédent, ça a été fait et c'est ce qu'on utilise actuellement pour nos expérimentations sur le prototype qu'on développe. Une fois de plus, il y a différents capteurs. Ici, le capteur qui est ajouté, c'est le capteur hyperspectraux qui vont fournir des informations supplémentaires sur la santé des plantes en analysant ce qu'on appelle les différents spectres de la lumière. Une fois de plus, le problème est modélisé de façon mathématique. Ici, je précise, c'est qu'est-ce qui sera l'étiquette réelle, qu'est-ce qui sera représenté par la probabilité prédite par le modèle, que la plante est malade ou pas, le nombre total d'exemples dans le nœud de données, ce genre de choses. Donc, toujours, je mets ça pour vous rappeler à chaque fois que je procède toujours de la même manière. Et c'est ainsi que vous devriez procéder également de votre côté. Il n'y a pas de magie derrière ou de solution derrière. Vous modélisez le problème de façon mathématique. Vous, à partir de la modélisation mathématique, vous écrivez l'algorithme de résolution et vous implémentez ça avec un programme informatique. Certains préfèrent procéder à tâtons sans méthodologie scientifique de ce genre-là, mais après, ça devient plus chaotique et difficile à maîtriser un peu comment le système va évoluer et il y a plein de bugs qui leur échappent. Mais si vous procédez avec cette méthodologie, vous allez mieux contrôler les bugs et la mise à jour de votre système. Donc, c'était juste un petit conseil sur la méthodologie scientifique à appliquer ici. La collecte de données, toujours de la même manière. Un grand nombre d'images de plantes saines qui font déjà partie du dataset employé. Mais à cela, il va également faire des clichés en temps réel.
Ils seront annotés avec les étiquettes appropriées. Puis un pré-traitement des données pour la transformation des images, la normalisation, le recadrage, tout ce qui va avec l'augmentation de données, donc data augmentation, tout ce genre de choses-là qui sont faites en temps réel. Et pour le modèle en particulier, vous pouvez aller sur mon LinkedIn pour voir un peu comment j'avais effectué ce modèle de détection. Donc, un autre scénario que nous expérimentons actuellement, certains scénarios que nous expérimentons, c'est la détection, par exemple, du Sholenshou du cacaoyer dont j'avais parlé, et pour lequel je vous ai demandé de consulter le LinkedIn pour voir un peu, puisque c'est un projet complètement différent. Il y a aussi la détection de la stue brune du manioc. Donc, s'il y a des gens qui sont en agronomie, ils reconnaîtront cette maladie. Pour les autres, vous pouvez juste faire un check sur Google. La détection de la rouille du maïs. Donc, ce sont des maladies qui attaquent régulièrement nos différentes cultures sur notre continent africain actuellement. Et c'est pourquoi actuellement, on fait de l'expérimentation sur comment ce rover-là pourra détecter en temps réel ce genre de maladie avec les modèles d'IA qui y sont implémentés. Donc, on va parler maintenant de la précision de la navigation en rangée. Donc, il y a des cultures où il y a des rangées. Certaines cultures sont faites suivant des rangées. Et c'est la même chose. Comment faire pour que le véhicule se déplace bien suivant ces rangées-là. Donc, l'idée majeure quand vous êtes dans un problème où votre véhicule doit se déplacer en rangée, c'est d'utiliser d'un point de vue algorithmique ce qu'on appelle les PID controllers. Donc, les contrôleurs PID, je ne sais pas comment on dit ça en français, désolé. Donc, les PID controllers, PID, c'est Proportional Integral Derivative, un truc de ce genre-là. Et ça va être utilisé pour maintenir la trajectoire de votre véhicule. Donc, c'est beaucoup utilisé en optimisation. Ça va être utilisé pour maintenir la trajectoire du véhicule en ajustant continuellement la direction en fonction de la dérivation par rapport à la ligne centrale des rangées. Et il y a ce qu'on appelle la Vision-Based Line Tracking. Donc, on va utiliser la visualisation, la computer vision pour détecter des rangées de plantes et suivre leur trajectoire tout simplement. Donc, c'est les deux algorithmes majeurs qu'on utilise dans ce genre de problème, en tout cas que j'utilise particulièrement sur ce rover-là. Ici, on ajoute également un GPS de précision. C'est juste de petits composants électroniques, et ça, on va en parler tout à l'heure également, qui vont apporter plus de précision sur la localisation pour maintenir en fait la trajectoire du rover, pour que le rover reste sur sa trajectoire. Donc, une fois de plus, je procède de la même manière, modélisation mathématique, algorithmique, blablabla. Et comment on modélise ici avec un contrôleur PID selon la loi de contrôle. Donc, c'est un peu ce que vous avez tous appris en cours d'optimisation. Voilà. Donc, c'est quoi? Qu'est-ce qui va représenter le signal de contrôle? Qu'est-ce qui va représenter l'erreur de position? Qu'est-ce qui va représenter le gain proportionnel, intégral, dérivé, tout ça et tout. Mais suivant le problème, ça va varier. Et voilà ici, dans notre problème actuel, à quoi ça correspond. C'est tout simplement ça, en fait, que vous voyez dans cette relation mathématique. Donc, le processus d'apprentissage, il est le même que cité précédemment. L'implémentation, c'est pareil, on va utiliser ROS, Robot Operating System, NVIDIA Jetson Nano et tout. Donc, certains scénarios qu'on expérimente, c'est la navigation dans un champ de maïs avec des rangées bien définies, la navigation dans un champ de manioc avec des rangées irrégulières cette fois-ci, et la navigation dans un champ de canne à sucre avec des variations de terrain. Donc, il y a des moments où c'est rangé de façon régulière, il y a des moments où c'est rangé de façon irrégulière. Donc, ce sont des scénarios pour permettre l'ajustement du contrôleur qui est embarqué dans notre machine. Donc, autre chose, c'est la surveillance et l'intervention. Donc, la surveillance continue, l'intervention rapide en cas de détection de problème. Ici, comment on modélise ça et comment on essaie de tackle ce problème-là, c'est qu'on utilise le Deep Reinforcement Learning. Donc, différents algorithmes de Deep Reinforcement Learning vont être utilisés pour essayer de définir la meilleure stratégie d'intervention en fonction des états observés dans le champ. Et aussi l'image segmentation. Donc, c'est la segmentation d'images pour nous permettre de détecter et de cibler les zones qui nécessitent une intervention. Donc, une fois de plus, comme je l'ai dit, toujours la même méthodologie scientifique, gardez-la en tête.
Si vous voulez même, vous sortez vos anciens cahiers, vos anciens, je sais pas, vos anciennes notes en mathématiques et en optimisation, et vous essayez juste d'adapter aux problèmes auxquels vous faites face. Et c'est ce que je fais tout simplement. Je ne fais rien d'extra. J'essaie d'adapter et j'essaie d'ajuster selon le problème auquel je fais face. Et à partir de là, à partir de la relation mathématique, je travaille sur l'algo, puis l'implémentation. Donc, un autre scénario dans ce cas-là, qu'on essaie de simuler afin d'améliorer les paramètres de notre machine ou les hyperparamètres de notre modèle, c'est la surveillance et l'intervention dans un champ de maïs, par exemple, la surveillance et l'intervention dans un champ de manioc, la surveillance et l'intervention dans un champ de canne à sucre. Donc, ce sont des cultures assez représentatives de notre continent. On va maintenant parler de l'aspect conception mécatronique. Donc, on a parlé beaucoup de l'aspect intelligence, donc de l'aspect hardware, de tout ce qui était intelligence artificielle en griffe concernant le développement du côté intelligence artificielle, si vous voulez, d'une telle machine. Maintenant, on va parler des autres aspects, donc de l'aspect mécatronique. Mécatronique qui signifie juste une adéquation entre l'aspect mécanique, l'aspect électronique, donc l'aspect génie électrique, électronique, si vous voulez, et l'aspect génie informatique de la chose. Donc, en gros, comment on développe tout ce qui est composant physique de la chose et électronique, tout ce que vous voulez. Donc, d'un point de vue mécanique, qu'est-ce qui rentre en ligne de compte? On veut développer ici une structure mécanique qui est robuste et durable. Donc, on va se déplacer dans un environnement. On sait qu'en Afrique, même quand c'est une voiture, il y a certaines voitures quand vous envoyez en Afrique, ça a du mal à résister à notre environnement qui est assez rude parfois. Donc, imaginez un champ dans les montagnes, tout ce que vous voulez. Si vous ne faites pas appel à une structure ou si vous ne designez pas une structure mécanique et robuste et durable, ça va poser problème. Aussi, un excellent système de suspension et de traction, parce que le véhicule va tracter parfois des pesticides, ce genre de choses. Et comment intégrer des composants mécaniques et électroniques de manière optimale pour réduire la consommation d'énergie. Parce que ça aussi, c'est un autre point. Vous allez offrir ça à des coopératives agricoles, donc vous allez offrir ce système-là à des coopératives agricoles. Souvent, ce sont des zones où pour avoir l'électricité, c'est compliqué. Donc, comment gérer optimalement la consommation d'énergie également? Donc, pour la conception de la structure, ce que je peux vous révéler pour l'instant, c'est qu'on utilise, pour que ça soit à la fois robuste, mais aussi léger, on utilise de l'aluminium et certains matériaux aussi qu'on a dans le Fab Lab, qui sont développés avec ce qu'on appelle des imprimantes 3D. Donc, pour le système de suspension, il est pensé de telle sorte à absorber les chocs et la stabilité du véhicule. Actuellement, ça pose un réel souci au niveau de son dimensionnement. Mais bon, vous pourriez poser des questions plus approfondies à ce niveau-là. Mais là, c'est une partie qui est assez challengeante et que je n'ai pas encore réussi. Pour la partie système de traction, comme je l'ai dit, quel moteur utiliser pour tracter les roues, pour qu'on puisse se déplacer avec le rover, puisse embarquer des pesticides et pulvériser des pesticides sur les champs et tout ce que vous voulez avec, ou même genre semer des graines. Voilà, donc comment penser à ça? L'énergie et l'alimentation. Donc, il y a une combinaison de panneaux solaires donc, ils sont relativement, actuellement, ça coûte vraiment moins cher. Donc, des panneaux solaires et des batteries rechargeables, des batteries à base d'ion lithium qui sont les plus performantes du marché actuellement ou qui font partie des plus performantes. Et actuellement, qui ne coûtent pas très cher également. Donc, on combine les deux afin que le véhicule ait une certaine autonomie énergétique. Donc, pour l'intégration des composants, les composants mécaniques et électroniques doivent être optimisés, pensés afin que ça prenne le moins d'espace possible. Et pour ce faire, on fait le design de la charpente mécanique, donc la partie du rover, tout ce que vous voyez comme le design de ce genre de robot-là. Ça se fait avec SolidWorks dans mon cas. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez d'autre, mais c'est SolidWorks que j'utilise. ANSYS pour les simulations pardon, de contraintes, d'analyse dynamique des fluides, afin d'optimiser la conception de la structure mécanique de votre rover. Et j'utilise également MATLAB Simulink pour la modélisation et la simulation des systèmes de contrôle et de suspension. Et toujours ROS, Robot Operating System, pour l'intégration des systèmes de capteurs de contrôle. Le côté conception électronique de notre rover. Donc, comment développer l'électronique qui va avec et assurer une forme de
communication fiable entre les différents composants du véhicule, c'est-à-dire la communication entre le modèle d'IA que vous avez mis sur le véhicule, les capteurs, les actuateurs et tout, c'est quel genre d'architecture électronique adaptée qu'il faut développer. Donc, c'est un peu ce qui se passe ici. L'unité centrale de traitement est le NVIDIA Jetson Nano, ce qui signifie que le cerveau même, le cerveau électronique et, si vous voulez, informatique à la fois, de notre Jetson Nano, de notre rover, pardon, ça sera le Jetson Nano, NVIDIA Jetson Nano. Vous pouvez taper sur Google pour voir à quoi il ressemble, pour les plus curieux. Et c'est juste une sorte de boîte, de planche de développement où il y a de l'électronique dessus. Et c'est lui qui va recevoir notre modèle d'IA. Si vous voulez, c'est ce qu'on appelle un ordinateur embarqué. Donc, le NVIDIA Jetson Nano, c'est un ordinateur embarqué pour faire simple. Donc, il est tout petit, mais dessus, vous pouvez mettre des modèles assez lourds et il va aussi contrôler de l'électronique comme les capteurs, les actuateurs pour les faire réagir suivant les prédictions de votre modèle. Donc, le véhicule a une variété de capteurs. Il y a le LiDAR, les mêmes capteurs qu'on a vus plus haut, mais aussi ici, on a utilisé aussi un capteur de sol pour différents scénarios où on doit mesurer l'humidité du sol, différents capteurs environnementaux également, la température, l'humidité de l'air, ce genre de choses. Donc, à partir de là, on met tout ça en contact avec notre unité de traitement, mais aussi, vu qu'il y a une erreur que les gens commettent en architecture électronique, si votre système est vraiment large et complexe, comme un véhicule, un robot, tout ce que vous voulez, il ne faut pas confier toutes les tâches à une seule unité de contrôle. Il y a certaines tâches qui doivent être données à d'autres microcontrôleurs supplémentaires. Donc ici, on utilise l'Arduino Nano 33BL5, donc pas un seul, environ 4 de plus pour des tâches bien spécifiques, afin que s'il y a un problème sur une tâche, les autres tâches ne soient pas bloquées. C'est pour ça qu'on essaie de décentraliser au plus certaines tâches. Pour le système de communication, on utilise certains protocoles de communication que vous connaissez, LDC, SP1, UART, tout ça et tout. Donc, les communications filaires, les communications non filaires, suivant la tâche en question. Il y a la gestion de l'énergie, donc dont nous allons parler un peu plus bas. Mais les logiciels que nous utilisons pardon, pour le développement électronique, il y en a plein, vous pouvez les utiliser. J'utilise ceux avec lesquels je suis le plus habitué, sur lesquels je me retrouve le plus. Donc, TICAD pour la conception des circuits imprimés que vous voyez dans tout ce qui est électronique. MATLAB Simulink toujours pour ma modélisation. ROS toujours pour l'intégration des systèmes de capteurs de contrôle. Arduino IDE, donc c'est l'interface de développement des Arduino, vu que là, on a ajouté en plus du Jetson Nano des Arduino. Donc, vous utilisez l'IDE de Arduino, c'est-à-dire la plateforme de développement de Arduino pour écrire votre code de développement en C++, tout ce que vous voulez pour l'Arduino. Et le Jetpack SDK pour gérer pour le développement sur l'NVIDIA Jetson. Donc, parlons maintenant de la partie motorisation. On va essayer d'aller un peu plus vite. Vous pourrez revenir dessus avec vos questions. Pour la motorisation, ici, on n'utilise que des moteurs électriques. Il existe différents types de moteurs. Des moteurs thermiques que vous connaissez, par exemple, avec le moteur essence, le moteur diesel et tout et tout. Mais nous, dans un tel système, il n'y a que des moteurs électriques parce qu'on ne va pas mettre de l'essence dans notre véhicule et tout ce que vous voyez avec. Pour les systèmes de transmission, ce que j'essaie de faire, c'est de les designer toujours avec l'imprimante 3D, avec les différents outils logiciels de conception assistée par ordinateur que j'ai, et puis de trouver le meilleur moyen de les reproduire, les rendre en physique. Donc, pour la gestion de la puissance, comment optimiser l'utilisation de l'énergie électrique stockée dans les batteries, parce qu'il ne faut pas que tous les moteurs soient à la fois en train de consommer de l'énergie. Suivant les tâches, il y a des moteurs qui travaillent, il y a des moteurs qui ne travaillent pas. Donc, comment gérer ça aussi, c'est penser. Et tout ça aussi, une fois de plus, je suis la même méthodologie, je modélise de façon mathématique. Et ici, pour modéliser ce genre de problème de façon mathématique, on utilise ce qu'on appelle les équations de dynamique des fluides pour les moteurs électriques et les équations de transmission de puissance pour les systèmes de transmission. Donc, c'est un exemple qui est là pour vous montrer un peu comment on représente le couple moteur par rapport aux constantes du couple du moteur. Ce sont des données qui sont fournies avec les moteurs, par exemple, et le courant électrique. Donc là, j'ai retiré certaines images qui relevaient encore du secret avant que ça soit publié sous forme d'article.
Et il y a l'analyse des performances qui se fait avec différents logiciels, Simulink, le contrôle et l'analyse de données des moteurs et la gestion. C'est un programme Python que j'ai écrit pour ça. Donc, la conception du système de contrôle, on a dit l'architecture du système de contrôle va être basée sur l'unité Jetson Nano ainsi que certaines Arduino. Ici, l'Arduino Nano 33 BL-Synth. Et pour le contrôle de la navigation, on va utiliser certains algorithmes de PID, donc que vous connaissez également, je pense, au niveau de l'optimisation, et des algorithmes de planification de trajectoire, comme ceux qu'on avait eu plus haut. On utilise le LiDAR, capteur LiDAR et les caméras pour détecter les obstacles. Et on va utiliser ce qu'on appelle le SLAM. Donc, le SLAM, c'est une technique qui va vous permettre d'avoir une représentation simultanée de la localisation et de la cartographie de votre véhicule pour naviguer autour des obstacles. Donc, on utilise ça dans ce genre de rover-là, mais aussi pour des drones. La surveillance des cultures qui est effectuée avec les différentes caméras que nous avons et tout. Et bien sûr, je modélise encore mon contrôleur PID suivant le problème auquel je fais face. Donc là, c'est encore la même chose qu'auparavant. Maintenant, on va parler de l'aspect énergétique. Donc, on le dit, on veut que ça soit économe en énergie et à la limite quasiment autonome en énergie grâce à différentes techniques d'optimisation, mais aussi au fait qu'on utilise des panneaux solaires et tout. Maintenant, comment optimiser tout ça de façon beaucoup plus intelligente? C'est là qu'on rentre dans le cadre de l'énergétique, donc la conception énergétique de notre système, où on va coupler des panneaux solaires, des batteries rechargeables, essayer de développer des programmes pour la gestion de l'énergie, le régulateur de tension, les systèmes de charge intelligents, ce genre de petits systèmes-là, mais de les mettre tous ensemble de façon intelligente suivant les programmes qu'on écrit derrière. Si c'est la partie qui vous intéresse le plus, je vais la développer également lors des questions, mais en gros, c'est un peu ce qui se passe au niveau de l'énergétique ici, et on utilise encore les mêmes logiciels pour faire ce développement-là. Le système de commande, donc ici, l'architecture du système de commande, c'est quoi un système de commande du véhicule? Tout simplement, comment commander votre véhicule pour la navigation. Donc, il y a différents algorithmes pour ça. Il y a ce qu'on appelle le path planning, qui est la planification de trajectoire. Il y a ce qu'on appelle localization pour la localisation. On va utiliser ce qu'on appelle les capteurs comme les GPS et le LiDAR. Il y a le SLAM, qui est vraiment très, très connu et qui est un incontournable, qui est le Simultaneous Localization and Mapping, comme je vous ai dit, il va faire à la fois la localisation et la cartographie de l'environnement pour la machine. Et la machine a besoin de ça pour se développer, pour naviguer efficacement dans son environnement. La détection et l'évitement des obstacles avec les capteurs que nous avons et que nous avons vu un peu plus haut dans le point sur l'évitement des obstacles. Donc, c'est un peu ça à ce niveau-là. Je vais retirer également certaines figures clés. Les logiciels utilisés, toujours ROS, Python, MATLAB, pour les raisons évoquées plus haut. Mais aussi, il faut aussi penser aussi à l'aspect thermodynamique de votre système. Donc, au niveau thermodynamique de votre système, c'est quoi? Quand vous avez des composants électroniques et autres, ils ont tendance à chauffer. De façon même naturelle, ils ont tendance à produire de la chaleur quand ils sont en train de tourner. Et en plus de ça, vous mettez ça en Afrique où quasiment partout il fait chaud. Donc, comment gérer efficacement la dissipation de la chaleur et refroidir les composants les plus essentiels? Parce que quand un composant électronique chauffe, la machine est ralentie. C'est la même chose qui se passe avec vos ordinateurs. Quand ça commence à chauffer, si vos ventilos ne tournent plus, vous vous rendez compte que la machine commence à ramer et ça se plante. C'est la même chose qu'il faut éviter dans ce genre d'architecture. Donc, comment disposer efficacement votre système de ventilation ici, dans le rover, pour que les composants les plus essentiels soient refroidis. Comment designer juste des trous, en griffe des trous, des persiennes, pour que l'air puisse passer de façon plus fluide et tout, et que les échanges de chaleur soient faits de façon optimale. C'est un peu ça ici qui va se passer dans la conception thermodynamique. Donc, tout ça, pour le faire, vous pouvez utiliser la modélisation mathématique comme je l'ai dit plus haut. Vous pouvez utiliser des techniques d'isolation thermique, des composants pour isoler de façon thermique, le recyclage de la chaleur avec vos différents trucs
comment est-ce qu'on appelle ça? Vos différents ventilos, le genre de ventilos que vous avez, les liquides de refroidissement électronique qu'on peut trouver et tout ça. Et la modélisation mathématique ici, vous connaissez déjà les lois de la thermodynamique, les équations de conduction thermique et les équations du bilan thermique. Vous utilisez simplement ça que vous adaptez à votre système. Donc, pour l'analyse des performances et autres, vous pouvez utiliser ANSYS Fluent, donc c'est pour la modélisation et la simulation des phénomènes thermiques, et COMSOL Multiphysique, pour l'analyse multiphysique et la simulation du transfert de chaleur. Donc, en gros, c'est un peu ça que j'avais à vous présenter aujourd'hui. On allait vite parce que sur un tel système, il n'y a pas qu'une partie IA, il y a vraiment beaucoup de parties. Comme je vous l'avais dit au début, il y a une partie scientifique, il y a une partie ingénierie, et dans ces différentes parties-là, il y a d'autres sous-parties, comme vous l'avez vu. Le temps alloué ne nous permet pas d'aller en profondeur, comme je suppose que certains l'auraient souhaité. Et on aurait aussi aimé vous présenter le prototype du système en temps réel, mais il était trop lourd pour venir sur la moto, et malheureusement. Mais bon, on verra avec Dom comment vous partagez peut-être certaines vidéos, certains trucs plus tard. Pour ma part, c'est terminé. Je suis ouvert à vos différentes questions. Merci. Merci beaucoup. Question? Verlon en ligne, est-ce que tu as des questions? Non, il n'y a pas de questions. Non, il n'y a pas de questions en ligne, je pense. Pardon? Il n'y a pas de questions en ligne pour l'instant. Ok, mais on a une question ici. Venez s'il vous plaît. Okay. Bonjour, monsieur. Bonjour à vous. Oui, moi, c'est le docteur Itoile. Alors, j'ai suivi votre intervention, vraiment, elle est très riche et ça nous pousse aussi ici à travailler, à innover dans ce sens-là. Bon, vous avez fait une très, très bonne présentation, mais j'aimerais quand même voir le modèle parce que à chaque fois qu'on résout un problème mathématique et physique, il faut au moins nous présenter à quoi ça ressemble. Parce que nous, on a bien suivi la partie théorique, mais on veut un peu voir comment se passe la modélisation, la simulation et comment ça, si vous pourriez un peu nous faire ce service-là. Merci. Merci à vous également pour votre intervention. Donc, l'idée sur laquelle on était parti même avec Verlon, c'est que je déplace le système ici. Il est assez lourd et on n'a pas pu l'envoyer. Néanmoins, pour ce que vous avez demandé comme la simulation et autres, dans ROS et ce que j'ai dit, on a quand même réalisé ce que j'ai fait, c'est que j'ai quand même réalisé des vidéos de ces travaux-là, de cette part de travail. Et je pense qu'on va la partager avec Dom pour que lui, il vous l'envoie. Parce qu'on avait un souci de partage avec mon ordinateur de base. C'est la seule raison pour laquelle on n'avait pas eu ça. Sinon, ça a été enregistré en amont, en fait. Ok, merci beaucoup. Merci à vous également. Une autre question, Régis. D'accord. Bonjour. Bonjour. Vraiment, déjà, je tiens à vous féliciter parce que l'exposé a été très, mais très complet. Tellement qu'on s'est perdu à un moment donné. Désolé. Donc, je me demandais si on pouvait avoir un résumé bien comme ça, tout le monde va repartir avec quelque chose parce qu'il y a eu trop de termes techniques, trop de choses qu'on ne maîtrise pas forcément et on s'est perdu à un moment donné. Et la deuxième question, c'est
est-ce que moi, si j'ai mon champ, là maintenant, je peux, si j'ai le modèle et le robot, est-ce que je peux l'appliquer directement ou bien il y a encore des retouches à faire, des trucs qu'il faut encore retravailler? D'accord. Donc, je réponds déjà à la première question, la première problématique. Euh, où vous m'avez demandé de faire un petit résumé, un petit condensé de tout ce qu'il y avait. Donc, en gros, les systèmes comme les systèmes de robotique, ce qu'on appelle les systèmes mécatroniques, vont vous demander des compétences transverses, donc des compétences en génie mécanique, en génie informatique, en génie électrique et électronique et tout ce qui va avec. Ce qui fait que pour beaucoup, euh, ils vont peut-être comprendre la partie informatique, mais ne pas comprendre la partie électronique, et vice-versa, ainsi de suite. Donc, le mieux, c'est que je suppose que vous êtes tous de backgrounds différents actuellement. Les docteurs, les professeurs qui sont avec vous, ou les PhD students comme moi, ou les master students, je ne sais vraiment pas. Mais tout le monde est d'un background différent. Et l'idéal, c'est que vous vous mettez en groupe pour essayer de comprendre. Ensuite, le truc le plus essentiel qu'il faut comprendre ici, c'est que dans la conception en tant que telle, il y a le côté intelligence artificielle, qui est le cerveau, si vous voulez, de votre système, et le côté mécanique, électronique, et tout ce qui va opérer le système. Vous voyez ça comme un corps humain, où le cerveau physique, c'est le NVIDIA Jetson Nano, donc l'unité centrale. Puis, l'intelligence que vous avez dans votre cerveau, c'est les différents modèles de machine learning à l'intérieur, de reinforcement learning à l'intérieur. Et les capteurs, et tous les capteurs, c'est tous vos sens, vos yeux et tout, vont collecter des informations, comme vous le faites en tant qu'être humain. Et comment vous allez interagir avec votre environnement, c'est-à-dire comment le robot va bouger dans son environnement. Vous, les humains, vous allez plutôt le faire avec vos mains. Donc, les bras, les jambes et tout ce qui va avec. Donc, ayez un peu cette représentation en tête pour vous faciliter la tâche. C'était un peu ça pour un petit résumé. Si vous avez des questions plus approfondies, je vais les répondre. La deuxième question, c'était si vous avez le modèle ou le robot, est-ce que vous pouvez les utiliser directement? Donc, je vais répondre de façon honnête et détaillée. C'est que le prototype dont on parlait n'est pas terminé. Il y a encore des challenges, mais dans les environnements expérimentaux où nous l'avons déployé, il a donné les résultats auxquels on s'attendait. Ça n'a pas été le cas. Et actuellement, il fonctionne. Donc, je sais qu'il fonctionnera je veux dire, dans un environnement, il va fonctionner, vous le mettez dans le champ, il va fonctionner. Il va rencontrer des problèmes et des bugs auxquels il n'a pas encore fait face. Et donc, je ne sais pas quels seront ces problèmes et ces bugs. Je n'ai pas encore terminé le projet. Donc, je ne peux pas vous mentir comme un DV, vous dire que suivant tel problème, il va réagir comme ça. Je ne sais vraiment pas pour certains problèmes encore. C'est pour ça qu'on continue à faire des simulations. Voilà. D'accord, merci. Merci à vous également. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, venez s'il vous plaît. J'ai une question aussi. Merci. Monsieur Régis, bonjour. Oui, mon problème est plutôt mathématique. C'est sur le point de la détection des maladies des plantes. D'accord? Oui, sur cette partie, lorsqu'on a modélisé le problème, lorsqu'on a exprimé ça sous forme mathématique, on a utilisé le Lagrangien. Ça veut dire que nous avons un problème avec contrainte. Oui. C'est bien ça? Oui. Il faudrait que je retrouve Oui. que tout le monde nous suive. J'ai du mal à vous recevoir. Je ne sais pas si vous avez un problème d'Internet de votre côté. Je pense que c'est ici. Est-ce que vous me recevez? Parce que nous, de notre côté, on a du mal à vous recevoir. Je ne sais pas si c'est votre micro ou l'Internet.
Mais ça, parce qu'on a utilisé le Lagrangien. Là, je vous reçois mieux. Régis, oui, bonsoir. Oui, là, je vous reçois. Régis, Oui. ok. Oui, c'est à ce niveau, c'est à ce niveau. Oui, c'est à ce niveau-là où est-ce que nous avons le Lagrangien. Donc, nous avons un problème de Fessi contre. Donc, la question est quel on vous perd un peu. problème, comment a-t-on les formules mathématiquement? Peut-être qu'il faut que j'écrive dans le chat. Non, toi, je t'entends. Dominique, je t'entends. Quelles sont les contraintes? Tu peux répéter sa question. Ah, c'est peut-être la voix de la dame. Est-ce qu'on peut parler un peu plus fort? Un peu plus fort. Oui. Donc, je disais ceci. Oui, merci. Oui. Pour modéliser ce problème, nous allons utiliser le Lagrangien. Cela veut donc dire que nous avons un problème avec contrainte. Oui. Donc, j'aimerais savoir quelles sont les contraintes de ce problème et comment avons-nous fait, avez-vous fait bien sûr pour les formuler mathématiquement? Ok, donc ici, cette modélisation s'attaque particulièrement au réseau de neurones convolutifs. Donc, cette façon d'approximer ce genre de problème est déjà connue et l'utilisation du Lagrangien est déjà connue à ce niveau-là. C'est fait pour classifier les images des plantes en catégories. Donc, ce qu'on veut retrouver, c'est si la plante est malade ou si la plante se porte bien. D'accord? Et derrière, ce qu'on veut faire, vu que c'est un modèle de machine learning, ça reste un modèle de deep learning précisément, ce que nous, on veut, c'est minimiser la fonction de perte. Et si on minimise la fonction de perte, on va increase, bien évidemment, notre capacité à faire la classification. Donc, ici, pour la fonction de perte qui est couramment utilisée pour faire ce genre de classification est ce qu'on appelle l'entropie croisée. Et c'est juste elle qui se trouve là. Sinon, ce n'est pas comme si c'était une nouvelle formule. Elle est juste utilisée là et je l'adapte dans la partie algorithmique et dans la partie coding. Sinon, elle représente juste les problèmes. Elle représente juste en fait comment on minimise la fonction d'erreur dans un problème d'entropie croisée avec le Lagrangien. Le Lagrangien, pardon. C'est juste ça ici que vous retrouvez là. Bien avant, je disais ceci, que bien avant, on avait aussi un autre problème. Et lorsqu'on a optimisé ce problème, lorsqu'on a optimisé le problème, on n'a pas utilisé le Lagrangien en fait. Donc là-bas, il n'y avait pas de contrainte. Non, il y a toujours des contraintes. Ce que je représente ici, ce n'est même pas en fait le problème en soi, c'est ce qu'on appelle la cross-entropie. Donc, si vous voulez, l'entropie croisée en français, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on définit ça, mais c'est une fonction qui est connue, qu'on appelle cross-entropie, qui est définie ici. Et pour la définir, on utilise simplement le Lagrangien. Maintenant, là dont vous parlez, je ne sais pas si vous parlez de certaines étapes précédentes. Par exemple, ici, c'est de ça que vous parlez. Oui. C'est d'ici que vous parlez, par exemple. C'est un peu plus haut. Un peu plus haut. Ok, je remonte. Oui. C'est E et la somme. Non, un peu plus haut. Je remonte encore tout doucement pour que vous voyez. Là. Ça, oui. Là. Ok. Oui. Ok, il n'y a pas de souci. Donc ici, en fait, le truc, c'est qu'on était dans un cadre de navigation du véhicule. D'accord? Donc, vous devez définir, comment est-ce qu'on appelle ça? En reinforcement learning, l'une des premières choses à faire quand vous utilisez du reinforcement learning, c'est de définir votre environnement, mais aussi définir la réponse et tous les autres éléments de l'environnement, suivant l'algorithme de reinforcement learning que vous utilisez. Et ici, on utilisait la PPO. PPO, Proximal Policing Optimization. Donc, c'est une forme d'optimisation, mais c'est le reinforcement learning pour être plus précis.
Donc, l'objectif en TPO sera de maximiser ce qu'on appelle la récompense cumulative. Et ça, c'est représenté par tout simplement l'équation que vous avez. Donc, l'objectif est juste de utiliser ça. Je vais détailler de façon plus simple. Je répète, quand vous allez utiliser, vous voulez utiliser un algorithme comment on dit ça, de reinforcement learning, il y a des contraintes à suivre et à respecter. Une des contraintes à suivre et à respecter, c'est de définir la politique de navigation. C'est-à-dire comment la stratégie, comment le véhicule va prendre. Est-ce que vous pouvez couper un peu votre micro, s'il vous plaît, en attendant que je... Parce qu'il y a un écho. Merci beaucoup. Donc, l'une des choses, quand vous voulez utiliser la PPO, ça c'est une obligation de la PPO, c'est une obligation du Reinforcement Learning. Pardon. Donc, quand vous voulez utiliser ça, il y a des éléments à définir, comme la politique de navigation. Et ici, généralement, on utilise cette formule-là, et pi va représenter la politique de navigation, c'est-à-dire quelle est la stratégie que le véhicule va utiliser pour naviguer. Gamma ici va être le facteur d'actualisation. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va pondérer en fait toutes les récompenses que le véhicule va obtenir. On parle de récompenses en reinforcement learning. C'est un peu comme si c'était le poids, ou si vous voulez l'entité, je ne sais pas comment définir ça autrement, que reçoit l'agent, c'est-à-dire l'agent qui se déplace dans l'environnement, quand il effectue une tâche de façon, quand il réussit la tâche. Quand il ne réussit pas, il n'a pas ce qu'on appelle la récompense. Donc, gamma est le facteur qui va permettre ici, donc c'est l'élément ici, en griffe l'élément qui va nous permettre d'actualiser ça. D'où la formule que vous voyez plus haut avec le gamma. On fait la somme justement sur le gamma de T fois RT. Donc, je définis ensuite le RT, c'est quoi? RT, pour ce dont j'ai parlé, le reward, donc la récompense que l'agent est censé obtenir à chaque fois qu'il effectue avec succès la tâche en question. Et ce, à l'instant T précisément. D'où la formule qui est là. Donc, l'objectif à vous, c'est de la maximiser. D'où vous avez le max à côté, donc le max de E, qui va maximiser sur la somme qui est faite ici de gamma, donc notre facteur pour actualiser la récompense, multiplié par RT, la récompense en fonction du temps. Tout simplement, c'est tout simplement ça, cette formule-là. Vous pouvez réactiver votre micro, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez réactiver votre micro? Oui, oui, Régis, c'est bon, on a une autre question. Maintenant, si elle veut aller plus loin, elle me contacte, il n'y a pas de souci, on pourra s'attaquer plus au cours. Bonjour. Bonjour. OK. Régis. Bonjour à vous. OK, alors, c'est M. Gérès. J'aimerais juste éclaircir la dame par rapport à sa question. Si Oui. vous pouvez revenir sur l'équation là où il y avait les gradients là. Je pense que c'était en bas. Hein. Sur le Lagrangien, la fonction de perte. OK, très bien, oui. OK, on est ici. Oui. Alors, à la base, ce problème-là, c'est sur la loi de Bernoulli. OK. OK. Puis ça sur la loi de Bernoulli, le but, c'est de voir quelles sont les plantes qui sont touchées et les plantes qui ne sont pas touchées. Par rapport, je peux prendre un exemple de tomates. Vous avez un chef de tomates, si vous avez déjà une tomate pourrie, il faut l'enlever et les bonnes tomates, vous les gardez. Si vous mélangez les tomates pourries dans votre caisse, ça va casser toutes les tomates. Donc, dans la loi ici, ça suit la loi de Bernoulli, le phénomène sur la loi de Bernoulli. Plus ça suit la loi de Bernoulli, en mathématiques, on cherche maintenant à trouver les gradients en utilisant les logs de vraisemblance. Donc, si vous utilisez les logs de vraisemblance, en prenant juste le log de cette fonction-là, vous verrez que ce qui est en puissance descend. N'est-ce pas? C'est exact. OK, donc en utilisant le modèle soit deep learning, machine learning ou bien là, on arrive à ça et dès qu'on arrive à minimiser, dès qu'on a ça, on peut minimiser maintenant l'erreur. Exactement. Ce n'est que ça l'idée, OK. Oui. En fait, bon, c'est la simplification même de Bernoulli, si vous voulez. Le problème ici, qui est l'entropie croisée, en français, oui, cross-entropie, je ne sais pas s'il y a l'équivalent en français, c'est qu'il est, il est mathématisé de cette façon-là,
Justement parce que nous sommes dans un cas de classification, comme votre ami l'a dit. On cherche à dire ce qui est bien, ce qui est mauvais dedans, on veut classifier. D'où le fait qu'on se base sur, comme il a dit, le gros problème avec Bernoulli et tout. Mais en réalité, c'est juste une application ici. Le truc, la seule différence, c'est que les paramètres ici vont un peu changer par rapport au Bernoulli initial. C'est qu'on va parler plus d'étiquettes. Donc, tout ce qu'il y a comme étiquette suivant vos données, on va parler de la probabilité qui est prédite, ce genre de choses. Mais en gros, c'est comme il a expliqué, si on veut rester sur juste une partie mathématique de la chose. Vous voulez ajouter Merci, Régis. une autre question? Est-ce qu'il y a une dernière question? Ben, Régis, on n'a pas de question. Merci beaucoup. On va applaudir pour une dernière fois. Donc, dernière chose avant que je me déconnecte, vous pouvez tout le temps m'écrire sur LinkedIn où vous voulez pour la suite ou poser des questions ou pour quoi que ce soit d'autre. Je ne sais pas, peu importe. Juste écrivez sur LinkedIn et puis on verra comment gérer. Merci à vous et puis bonne continuation. On se retrouve demain. Ok, merci beaucoup et à demain.